Et salut tout le monde, je suis Ectélion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour vous reparler de jeux de rôle. Et aujourd'hui, on va pas faire n'importe quoi. Alors, c'est pas le découvrons du starter de Alien comme j'avais dit que ce serait la prochaine vidéo. Non, en fait, aujourd'hui, je vais réparer une petite erreur que j'ai faite puisque en ce moment, c'est le RPG Day. Pour ceux qui connaissent pas, le concept est assez simple. Il y a le RPG Day, c'est une congrégation de gens qui sortent tous les ans un questionnaire et le truc, c'est que pendant un mois, il faut répondre à une question par jour en rapport avec le jeu de rôle. Donc c'est des questions toutes bêtes, hein, du genre quel est ton jeu de rôle préféré, ce genre de choses. Et donc tout le monde peut participer. Et cette année, j'avais envie de participer et je voulais faire donc une vidéo par jour pour ça. Je devais tourner les vidéos en juillet. Et j'ai totalement oublié. Honnêtement, ça m'est passé totalement par la tête. Et c'est quand je suis revenu de vacances que j'ai vu les premières vidéos de sortir, puisque ça c'est sur tout le mois d'août. Et donc quand j'ai vu les premières vidéos sorties, je me suis dit, ah, j'ai totalement oublié. Donc j'avais pas prévu ça dans le programme, mais c'est pas grave. Là, je suis en vacances encore cette semaine, donc je vais pouvoir rattraper un petit peu ce retard-là. Et puis j'ai demandé sur le Discord et tout. Les gens avaient l'air d'avoir envie de voir ça. Et puis c'était pas grave que je sois un peu en retard. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros paquet des 10 premières questions, parce que vous allez voir cette vidéo le 10. Et donc à partir de demain, donc le 11, eh bien, il y aura une vidéo par jour, une petite vidéo par jour pour répondre à la question du jour. Donc voilà, donc ça c'est le programme que je vous propose aujourd'hui. Et puis vous inquiétez pas, Alien sera vraiment la prochaine vraie vidéo à sortir sur la chaîne. Bon, cette vidéo doit être un petit peu longue, donc je me dépêche, je perds pas plus de temps que ça. Si juste un truc, vous avez vu, j'ai repris le décor sans les lunettes et avec la bibliothèque derrière, ça avait l'air de vous avoir plu la dernière fois. Donc je fais un peu avec les moyens du bord parce que cette pièce elle est vraiment pas adaptée normalement pour les enregistrements, il y a beaucoup de résonance. J'ai mis le micro, c'est un autre micro que j'utilise par rapport à d'habitude. Donc j'ai mis le micro dans une caisse anti-résonance, j'espère que ça va le faire. Pareil, vous risquez d'entendre mes enfants qui rigolent. Je suis désolé, mais voilà, j'essaie de faire ce que je peux pour éviter les vidéos avec le fond. Vous me direz si ça vous convient ou sinon je passerai tout le temps avec le fond. C'est vrai que c'est vraiment pas très pratique au niveau enregistrement. Donc allez, on commence. Question 1. Alors, le premier jeu auquel j'ai joué cette année. Le premier jeu auquel j'ai joué cette année, en fait, c'est tout bête. C'est juste la suite de ma campagne en cinquième édition, qui est Out of the Abyss, qui est une campagne que je fais jouer maintenant depuis un an. Je pense qu'on a dépassé les un an de campagne, les copains. On en a même pas parlé entre nous. Mais c'est une campagne qu'on fait depuis, ouais, c'est ça, un an. On est rendu à peu près au chapitre 10. Et donc au début de l'année, bah, on a simplement fait la continuité de là où on en était. C'est une campagne que j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'aime toujours pas la 5e, c'est vraiment pas un système qui est fait pour moi, mais j'aime tellement le groupe avec lequel je joue que ça me dérange pas. C'est toujours un plaisir de les voir toutes les semaines parce qu'on joue tous les lundis soirs. C'est toujours un plaisir de jouer avec eux je suis vraiment content d'être tombé sur eux. Voilà. C'est vraiment le genre de groupe où on peut se dire on pourra jouer à n'importe quoi, on aura toujours du fun. Vous les lancez, ça c'est un truc que j'adore. Ils arrivent sur le Discord, c'est directement quasiment du roleplay. C'est voilà, c'est ils mettent un temps fou des fois à enchaîner les scènes, etc. Mais en fait c'est pas grave. Moi j'adore ça et des fois j'ai prévu des trucs sur toute une soirée, mais c'est vraiment le genre de groupe où tu les mets dans une auberge, tu leur donnes le menu du jour et c'est parti pour 3 heures de roleplay autour de leurs personnages, du menu, des PNJ. Vraiment un groupe que j'adore, avec qui j'adore jouer. Et donc ça c'est mon groupe du lundi, j'espère les garder encore très longtemps. Et je sais que certains vont regarder cette vidéo, je vous aime. Donc ensuite, question 2. Le premier jeu que j'ai masterisé. Alors là ici ça va être peut-être la question la plus longue à laquelle je vais répondre puisque c'était Maléfice. Mais pour ça, il faut que je vous raconte un peu l'origine story. J'ai pas un parcours de rôliste classique tel que je l'entends d'habitude. Je sais que je suis pas le seul dans mon cas, mais il y a beaucoup de gens qui commencent par être joueurs et qui ensuite deviennent MJ. Et en fait, moi, pas du tout. Je suis devenu MJ comme ça. Je vais vous expliquer un peu l'origine story. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, je vais la refaire pour ceux qui l'ont pas vu. Ça doit être dans une interview de 2 heures perdue quelque part. Mais ça remonte à 2000 ou 2001, je suis plus trop sûr des dates. Donc à l'époque, j'ai 10 ou 11 ans, suivant quelle année on est et quel mois. Et
Le truc, c'est que je viens d'arriver en secondaire, donc au collège, donc pour les Québécois, secondaire 1, et le collège, je suis en sixième pour les Français qui me regardent. Et puis pour les Belges et les Suisses, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je suis aux premières années de secondaire, et je suis un peu perdu dans ce milieu-là. Ça a été vraiment une descente pour moi. En plus, je venais de déménager. J'ai changé beaucoup d'écoles dans ma jeunesse. Et là, j'avais pas du tout mes copains d'école que j'avais fait en primaire. Après mon troisième déménagement, je les avais encore perdus. Donc là, j'étais encore plus perdu parce que c'est une autre façon de fonctionner. Donc j'étais vraiment perdu. Et puis, je rencontre des gens. Donc à l'époque, j'allais au collège à Tigy dans le Loiret. Si jamais il y a des gens qui viennent de là, ça fait plaisir. J'ai fait toute ma scolarité dans le Loiret, mais jamais dans les mêmes villes. Donc, à l'époque, je suis donc à Tigy dans le Loiret. Collège Les Clorisseaux, si je me souviens bien. Et le truc, c'est que je rencontre des gens qui font du Warhammer. Alors, ils font du Warhammer, ils montent deux, trois figurines, ils écoutent du métal. Moi, je découvre tout ça d'un coup. Et je trouve ça vraiment trop bien. Et je commence aussi, moi, à m'intéresser. Évidemment, j'ai pas d'argent. Je demande à ma mère, elle veut pas me l'acheter. Donc, je peux pas commencer Warhammer comme ça. Et puis, un jour, vers le milieu de l'année, il y a des gens qui ont ouvert un club jeu de société à l'intérieur du collège. Et donc, on y va, on demande si c'est possible, voilà, enfin, c'est plus moi je suis les autres qui y vont pour faire du Warhammer parce qu'ils demandent si c'est possible d'en faire. C'est accepté. Moi je dis que c'est une bonne façon d'aller apprendre à jouer, de les voir jouer et tout en bavant parce que moi je pourrais jamais me payer les figurines. Et donc je vais avec eux. Et ce jour-là, le premier jour auquel on arrive, et j'aime bien raconter cette histoire pour ça parce que il y a un vieux, pour ceux qui ont la référence. Mais vraiment, on arrive dans la salle et là il y a un type, je sais plus exactement. Ça a été un mystère c'est encore un mystère pour moi. Je sais pas exactement ce qu'il fait là. Je sais pas qui l'a amené. Comment ce mec qui n'a rien à faire avec le personnel de l'établissement s'est retrouvé là. À l'époque, il devait avoir 45 ans, quelque chose comme ça. Ce qui, moi, de mon point de vue d'enfant de 10 ans, le gars est un géant et c'est un vieux. Mais en fait, pas du tout. Donc, je dois avoir 11 ans plutôt. Et, euh, et ce type-là, au bout de quelques minutes, quelques dizaines de minutes où on fait un peu tous connaissance dans le club jeu de société machin, c'était vraiment l'ouverture. Hein. Le club venait juste d'ouvrir. Et ce type-là nous dit: Hey les jeunes, est-ce que vous connaissez le jeu de rôle? Bon, nous, bah non, pas vraiment. De quoi tu parles? Et il nous fait asseoir à une table. À l'époque, je me souviens, on devait être presque une dizaine autour de la table, lui y compris. Et il commence à nous expliquer ce que c'est le jeu de rôle. Mais on n'a pas joué. Il nous a juste expliqué le principe pendant, je sais pas, une dizaine de minutes. Et puis, il nous dit après, par contre, pour jouer, il faut qu'il y en ait un d'entre vous qui soit maître du jeu. Qui veut l'être? Et il y a personne qui lève la main, et je suis le seul à lever la main. Juste parce que ce qu'il avait décrit juste avant m'avait plu. Et moi, j'étais fasciné, et les autres étaient un petit peu perdus. Moi, j'étais fasciné par ce qu'il racontait. Et donc, je lève la main. Et il me prend à part, donc les autres repartent à leurs activités. Il me prend à part et il me dit: Ok, donc il va falloir que tu lises des trucs et tout ça, et puis la semaine prochaine, tu fais jouer. Alors moi, je dis: Ok, d'accord, qu'est-ce qu'il faut que je lise? Et le type me sort, je vous promets que c'est vrai, il me sort un bouquin comme ça, mais de feuilles photocopiées. En fait, c'était Maléfice, ça je ne savais pas encore, mais il m'a passé le bouquin là, qui était vendu en boîte, hein, parce que Maléfice c'était des livrets dans une boîte en carton de chez Descartes. C'était l'édition, je crois que c'est l'édition 2 ou 3, je sais plus. L'édition avec la boîte bleue, les gargouilles, enfin voilà, la vraie, la grosse belle édition que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai racheté par la suite, en vrai. Mais donc, il me sort comme ça un espèce de tas de feuilles. Bam! Il me dit: Voilà, faut que tu lises ça et tu fais jouer la semaine prochaine. Moi, je commence à trembler de partout, je sais pas faire, j'ai jamais fait de scénario, je sais pas du tout comment ça marche. Et j'ai ouvert la boîte de Pandore ce jour-là, je suis rentré chez moi, j'ai lu, j'ai commencé à lire. J'avais même mis les feuilles dans un espèce de, je sais pas comment on appelle ça là, c'est des trucs de feuilles plastifiées là. Ça fait comme un livre de feuilles plastifiées, on peut pas les enlever. Et j'avais mis toutes les feuilles, voilà, dos à dos comme ça pour faire un espèce de vrai livre. À la fin, j'avais un truc comme ça, c'était n'importe quoi, pour un livret je crois qu'il doit faire 100 pages. Et donc j'ai lu Maléfice ce jour-là et cette semaine-là. J'ai conçu mon premier scénario parce qu'évidemment il m'avait pas photocopié le scénario qui est dans la boîte normalement.
Et donc c'est comme ça que j'ai démarré. Et la semaine d'après, je faisais jouer un scénario de ma conception. Je me souviens du scénario en partie. Parce qu'en fait, il est inspiré d'une image de la gamme Maléfice qui était dans le bouquin. Et je me souviens du début, mais je me souviens pas de ce qui se passe par la suite. Je sais plus comment ça s'est passé. Mais le scénario, c'était une comtesse qui organisait un grand bal. Et c'est comme ça que tous les joueurs se retrouvaient dans le lieu. Et je me souviens qu'à un moment, il y a un cri qui retentit. Et cette comtesse a disparu. On retrouve par terre juste son doigt avec une belle bague qu'elle avait autour du doigt. Et c'est comme ça que le scénario commençait. Je me souviens pas de la suite, je me souviens pas de qui étaient les méchants, ce qui est advenu de la comtesse, je me souviens de rien. Je me souviens par contre de l'ambiance autour de la table lors de la première partie, où on était tous complètement perdus. Honnêtement, moi, je m'étais entraîné, j'avais même pris ma petite sœur qui a 5 ans de moins que moi, donc à l'époque elle avait 7 ans, donc je l'avais fait à moitié jouer, mais elle comprenait pas grand chose, puis moi non plus, puis bref. Et ensuite, donc, j'ai fait jouer mes amis. On y arrivait, mais ça a été dur, ça a été très dur, mais on y arrivait finalement. Et ça reste de bons souvenirs, mais c'était quelque chose. Et donc après, j'ai joué à Maléfice pendant 10 ans en fait, quasiment, je vois 2011 à peu près. Euh, et mon premier jeu de rôle que j'ai acheté, vraiment que j'ai acheté, c'était en 2007, mais ça, on en reparlera pour une autre question. Et un point intéressant d'ailleurs, c'est que ce vieux, je ne l'ai jamais revu. Il m'avait dit, tu feras jouer la semaine prochaine. Effectivement, j'ai fait jouer la semaine d'après, mais lui, par contre, j'ai jamais revu. Et finalement, je me dis aujourd'hui qu'il ne devait pas être si vieux, mais c'est vrai qu'avec mes yeux d'enfant, pour moi, c'était un ancêtre, hein. Et quand on se rapproche de cet âge-là, on se dit que finalement, il était entre deux âges, c'est pas mal. Voilà. Allez, troisième question. Donc, le premier jeu que j'ai acheté cette année. Alors, le premier jeu que j'ai acheté cette année, c'est pas moi qui l'ai acheté en fait. Ça a été dur de me rappeler de toutes les commandes que j'ai passées, etc. Parce que j'ai acheté beaucoup trop de jeux cette année et l'année dernière. Et donc, cette année, le 10 janvier, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma conjointe qui me l'a offert quand on était dans la boutique. Mais bon, je considère que ça compte quand même, parce que sinon je me souviens pas de quel jeu j'ai pu acheter. Peut-être Toulouse Confidential, peut-être que j'ai acheté en dur dans ces eaux-là aussi. Mais cette année, je vais considérer que le premier jeu que j'ai acquis, c'est Pathfinder for Savage Worlds, une grosse boîte. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? D'ailleurs, post-scriptum, mais si jamais vous voulez voir un déballon sur cette boîte qui est très très grosse, eh bien, dites-le en commentaire et je ferai un déballon avec plaisir. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Alors, Pathfinder, ça m'a toujours attiré. Voilà, mais j'ai toujours entendu le oui, mais le système de règles est super dur. Il se regarde comment c'est complexe avec des exemples, des machins. Je me suis dit ok non, c'est pas pour moi, je ne m'y mettrai jamais. Et donc j'ai laissé complètement la gamme Pathfinder 1 me passer sous le nez. J'ai jamais rejoué. J'ai jamais joué, pardon. Ensuite, il y a eu une vidéo de Julien Dutel et ça j'en ai parlé dans la toute première vidéo de la chaîne, doit être dans une qualité affreuse aujourd'hui. Mais première vidéo de Julien Dutel qui parlait de Pathfinder 2. Et il y avait eu les actual play aussi chez BBE. Et Pathfinder 2 m'avait attiré à ce moment-là. Et donc j'ai fait l'acquisition des bouquins et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Vraiment très bien. Mais niveau crunch, c'était peut-être encore un petit peu beaucoup pour moi. À l'époque, du moins aujourd'hui, je pense que j'aurais peut-être un regard un peu différent sur tout ça. Et disons que j'en garde des souvenirs que je chéris, parce que j'ai rencontré des gens vraiment cool pendant cette période-là. J'ai fait jouer 2 campagnes qu'on n'a malheureusement pas finies. C'est un regret aujourd'hui. C'est moi qui les ai arrêtées. J'aurais pas dû. C'est les seules campagnes que j'ai arrêtées de ma vie. Et j'aurais jamais dû les arrêter. Je le regrette aujourd'hui. Mais écoutez, c'est comme ça. Et donc, sachant que j'aimais bien Pathfinder, et en ayant vu les vidéos Geekpowa que Fletch avait fait sur cette boîte-là, eh bien, ça m'a attiré aussi. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, machin, mais c'est du Savage Worlds, j'avais pas trop accroché la première fois. Et j'en avais parlé à ma conjointe. Et elle aime bien Pathfinder aussi. Et donc, elle m'a acheté la grosse boîte pour voir ce que ça donne.
Alors, malheureusement, on ne sait pas encore exactement ce que ça donne, puisque on l'a, enfin, je l'ai lu, j'aime bien ce que j'ai lu, mais je ne l'ai pas encore fait tester. J'aimerais beaucoup le faire tester, mais depuis le début de l'année, ça a été des nouveaux projets sur des nouveaux projets, sur des trucs à tester avant, etc. Et donc, j'ai pas eu le temps du tout de m'y atteler. J'ai proposé une partie de test une semaine après l'avoir lu, on l'a jamais faite, on l'a jamais mis en place. Donc pour l'instant, Pathfinder pour Savage World, je ne l'ai pas encore fait jouer, mais ça devrait pas tarder, je pense. En tout cas, sacré matériel. J'ai depuis acheté aussi le reste de la gamme qui attend sagement. Et puis, un des gros avantages aussi de cette gamme-là, c'est que ça permet de redécouvrir des campagnes un petit peu mythiques qui ont été faites pour Pathfinder, comme Rise of the Rune Lords ou Crimson Throne, qui va ressortir. Je sais pas si elle est sortie celle-là encore, mais je crois pas. Mais en tout cas, Rise of the Rune Lords, elle est là. Ah, elle est ici. Et donc ça, c'est très très cool. Grosse campagne que je ferai jouer, je l'espère, un jour. Maintenant, je dis je l'espère parce qu'à force de dire que je vais tout jouer, c'est le bordel. Ensuite, le jeu le plus récent que j'ai acheté. Question numéro 4. Alors, le jeu le plus récent que j'ai acheté, en fait, j'en sais rien parce que majoritairement, les jeux que j'ai achetés ces derniers temps, en fait, c'est des Kickstarter et je me souviens plus des dates à laquelle le Kickstarter est sorti, machin, puis j'en ai tellement qui sont encore en attente. Il y a des trucs que j'ai backés il y a 2 ans que j'ai toujours pas reçu, Mothership par exemple. Donc c'est un peu le bordel, mais je peux vous dire le jeu le plus récent qui vient tout juste de sortir que j'ai reçu en Kickstarter, et ça donc c'est Dragonbane. Et donc c'est ça le jeu le plus récent. C'est pareil, ça on en fera très certainement un déballon dans les semaines qui arrivent. C'est une grosse boîte et c'est le jeu complet, hein, c'est pas le starter. C'est vraiment le jeu qui est contenu dedans. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer. Ce qui m'a attiré là-dedans, c'est l'ambiance du jeu. C'est la renaissance d'un vieux jeu suédois qui est sorti dans les années 80, qui a eu beaucoup d'éditions, qui s'appelle Drakkar Orkdemoner. Mon suédois doit être à chier, on s'entend que l'accent suédois je sais pas faire, mais en suédois, ça veut dire dragon et démon. On voit exactement d'où est-ce qu'ils prennent l'inspiration. Et de ce que je sais, c'est que c'est vraiment un best-seller suédois. C'est vraiment un jeu que beaucoup, beaucoup de Suédois ont joué et qui faisait même plus de ventes que Donjons et Dragons à l'époque. Et donc, il y a eu plein de bordel au niveau des droits de cette gamme-là. Il y a notamment Riot Minds qui ont eu les droits pendant un moment. Ils en ont même fait un court-métrage que vous pouvez trouver sur YouTube. Mais en tout cas, donc Dragonbane qui est ressorti, que les droits de Drakkar Ordemoner ont été refilés à Free League, enfin revendus plutôt. Et donc en version en VO, ça s'appelle bien Drakkar Ordemoner. Et pour l'international, donc c'est la première fois que nous on a ce jeu-là pour nos territoires. Et donc il est sorti sous le nom de Dragonbane. Voilà. Et me sortez pas Dragonban, hein, parce que ça va m'énerver. Donc, moi, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup. Je l'ai lu en PDF une première fois. J'ai vraiment aimé. J'avais pas tout lu, mais j'avais vraiment aimé. Et là, je m'attaque à la lecture des livrets. Je devrais pas, mais je vais le faire quand même. Je m'attaque à la lecture des livrets et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le plus vieux jeu auquel j'ai joué. Alors, le plus vieux jeu auquel j'ai joué, techniquement, je pense que c'est Maléfice en fait. Mais moi, quand je l'ai eu, bah, c'était déjà un jeu dépassé. Il y avait déjà d'autres choses, mais moi, je ne les connaissais pas. Et donc, c'est le jeu, je pense, le plus ancien auquel j'ai joué et pendant le plus longtemps. Parce que j'aurais pu citer d'autres jeux comme Advanced Dungeons and Dragons, mais honnêtement, je les ai juste testés. J'ai fait une partie par-ci par-là. euh, et je suis pas certain que ce soit vraiment représentatif du jeu auquel j'ai vraiment joué. Voilà. Ensuite, alors, je suis un peu perdu. On était à la question 5, on est à la question 6. En plus, j'ai pas mes lunettes, donc c'est un peu le bordel. Question 6. Mon jeu favori auquel je n'ai jamais joué. Eh ben en fait c'est simple, parce que pour le coup, il est un peu récent dans mon cœur, et j'ai pas encore eu le temps de le jouer, j'en ai déjà parlé récemment. Hop. Il s'agit de RuneQuest plutôt, qui est vraiment un gros 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 coup de cœur pour moi. Donc toute cette gamme-là et que vous pouvez voir, hop, c'est avec mon doigt ici, tout ça c'est du RuneQuest quasiment, la vieille gamme Oriflamme et la nouvelle gamme que j'ai entière à laquelle je vous parle. Et donc c'est
un de mes jeux favoris auxquels je n'ai encore jamais joué et je ne sais pas si le terme jeu favori va vraiment, enfin va rester après test. Donc pour l'instant, je sais pas trop. J'aimerais aussi beaucoup tester Shadowrun, notamment que je ne peux pas acquérir en dur, ça m'énerve pour des questions de frais de port de chez BBE qui sont complètement fous. Il y a vraiment un bug sur le bouquin Shadowrun où il me demande 70 € de frais de port. Non, désolé pour un bouquin à 50, non. Mais c'est vraiment ce bouquin qui bug au niveau des frais de port. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec sur l'édition Seattle. Et donc je n'ai jamais pu tester Shadowrun. Et c'est un jeu que j'aimerais bien tester. Mais la vraie version, celle qui apparemment fait rôter du sang, ça m'intéresse de tester tout ça. Ensuite, le jeu le plus intéressant dans Question 7, le jeu le plus malin auquel j'ai joué. Et en fait, je vais peut-être en surprendre plusieurs. Et ça a vraiment été la question la plus dure pour moi à répondre aujourd'hui. Mais je pense que le jeu le plus malin auquel j'ai joué ces dernières années, c'est tout simple. C'est Warlock. Warlock, ça c'est du drive-thru RPG, ça peut se trouver dessus. C'est la Traitors Edition, donc c'est l'édition révisée, je pense, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une vraie petite merveille de gamme. Aujourd'hui, je n'ai que le livre de base. Je risque d'investir dedans à l'avenir. C'est un jeu qui est là pour faire du Warhammer, si vous voulez. C'est vraiment une émulation du thème Warhammer, un peu comme le fait Sviander ou Brigandine dans un autre genre, mais c'est vraiment fait pour ça. Le système, il est tout simple, il est tout bête, et c'est à base de D20, mais c'est un D20 plus modificateur, et il faut battre 20. La difficulté, c'est 20. Et vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve bourré de petites idées super malignes, super intéressantes, et tout en restant concis, simple, clair. C'est vraiment, vraiment très très sympa comme jeu. C'est pas forcément, ça aurait pas été forcément mon choix par défaut, mais quand je vois comment ça tourne, je trouve que c'est un des petits jeux les plus malins que j'ai vu. Il y a beaucoup de profondeur pour quelque chose d'aussi léger en termes de pagination, et ça j'aime beaucoup. Et c'est vraiment fait pour faire du style Warhammer, hein. Par contre, c'est vous rôtez du sang, hein. Ensuite, question 8. Mon personnage favori. Alors, j'ai un problème sur cette question. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un rôliste classique. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'être vraiment joueur à temps plein, on va dire. Je n'ai jamais joué de campagne de A à Z. Elles sont toujours arrêtées au milieu. Et ça, c'est un truc qui me manque un petit peu. Des fois, pour me mettre à la place des joueurs, je n'ai jamais eu un personnage que j'ai vraiment pu faire développer sur du long terme, en jouant régulièrement avec, en creusant son background, etc. En partie. Euh, j'ai emmené des joueurs à faire ça, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire moi-même, ce qui fait que comme je n'ai jamais joué de campagne, et ben c'est parfois c'est une petite gêne que je ressens et une petite honte aussi, je dois bien avouer, que je ressens parfois. Mais j'ai quand même un personnage favori. J'en ai pas eu beaucoup, parce qu'il y en a que j'ai joué une, deux parties, mais il y a un personnage que j'ai joué pendant une dizaine, même pas une dizaine, peut-être 5 parties. La campagne, c'était une campagne Warhammer en quatrième édition. Ça m'a permis de tester la quatrième édition, que j'ai détesté. Je vous le dis tout de suite, quatrième édition pour moi, c'est de la drouille. Et je parle pas des fautes, hein. On jouait en anglais, donc on n'avait pas l'ignoble version française de l'époque. Mais on a joué donc à Warhammer quatrième édition sur à peu près 5 6 sessions, je dirais. Et c'était vachement bien. On avait un bon groupe, on avait un très bon MJ. On était vraiment à l'aise. Et mon personnage avait fait un nain. J'étais tombé sur le nain et je me suis éclaté avec. C'était un ratier. Et vraiment, j'ai pas eu de personnage aussi agréable à jouer que lui. J'avais trouvé vraiment tout ce que je voulais avec ce personnage. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il avait son petit chien qui était une teigne pas possible. Et on avait vraiment de bonnes choses. Je sais pas comment je peux vous transmettre ça, mais c'est un personnage que j'ai trouvé. J'avais fait une grosse backstory pour ce personnage. Je m'étais vraiment amusé.
Et ce personnage est en fait été condamné. Je le savais en partant puisque ma backstory était écrite dans une lettre qu'il avait envoyée à sa fille juste avant de commencer l'aventure en disant tu recevras cette lettre si je meurs. Donc je savais que mon personnage était mort, mais ça aurait pu être voilà de vieillesse ou quoi que ce soit, enfin de mort violente, mais dans un futur très lointain. Et donc j'avais écrit tout le pourquoi j'en étais arrivé là, parce qu'il avait abandonné sa famille pour des raisons qui lui appartenaient, mais il était parti sans rien leur dire pour pas les mettre en danger. Mais en gros, il est parti régler une dette de son père. Il devait partir à l'aventure pour trouver de l'argent pour régler une dette de son père. Et c'était un personnage qui m'a vraiment beaucoup marqué. J'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire son histoire. Et quand je suis arrivé en jeu, j'étais dans un environnement sain, on va dire, avec des joueurs impliqués, qui étaient très roleplay. On se renvoyait tous la balle, c'était super. Et le MJ était vraiment très bon. Et donc j'ai passé un super moment jusqu'au jour où le MJ a dit bon bah écoutez j'ai plus trop le temps bye. Ça a été un peu claqué, un peu abrupt. En plus je crois que c'était le jour ou la veille où on devait jouer. On était en plein milieu d'une ville qui était assiégée puis on n'a jamais eu la conclusion. Ça j'avoue que c'est un gros regret que j'ai. Mais c'était lui donc mon personnage favori. Ensuite mes dés favoris. Alors mes dés favoris. Ce que je vais faire, c'est que je vais classer les dés. On parle pas de système de résolution, on parle vraiment de la forme du dé, hein, d'accord? Donc je prends un dé, c'est la forme que je juge. Alors, je vais vous donner mes dés favoris dans l'ordre croissant. Donc le dé que j'aime le moins, c'est le D6. C'est pas que je l'aime pas, il y a aucun dé que j'aime pas, mais le dé que j'aime le moins, c'est le D6 parce que bah, je le trouve bof. C'est le dé du Monopoly, quoi. Je ne ressens pas grand-chose avec ce dé. C'est vraiment pas un dé que je trouve très agréable à tenir en main, très agréable à acheter. Je trouve qu'il roule mal en plus. On parle beaucoup du D4, mais on parle pas assez du D6. Je trouve que ça roule pas des masses. Ça dépend des dés. Il faut quand même que je défende un truc. Il y a je sais pas si vous voyez, hop, voilà, il y a des arêtes là. Il y a des dés comme celui-là. Ça, c'est un dé de la boîte du starter de Donjons et Dragons. Mais il y a des dés qui ont des arêtes très carrées. C'est les dés les moins chers généralement. Ils ont des arêtes carrées qui roulent très mal. Il y en a d'autres qui ont des arrondis que je trouve bien plus agréables. Mais le D6, c'est vraiment pas mon dé préféré. Ensuite, le dé qui vient en second, c'est le D8. Ce dé-là ne m'inspire pas. Je n'aime pas particulièrement jeter des D8. Je trouve que bah, ça roule mal aussi, mais moins que le D6. Mais je sais pas, je ne ressens pas grand chose en rapport avec ce D8. Là, ça c'est un dé de la gamme Dragon que j'ai reçu avec la livraison du financement. Mais ce D8, moi, il ne m'inspire pas grand chose. Ensuite, il vient le D20. Le D20, qui est mondialement connu, hein, qui est le symbole du jeu de rôle, ben moi le D20, je le trouve vraiment pas pratique. Je le trouve pas pratique à lire. Alors oui, il roule bien, ça c'est pas le problème. Mais je sais pas, je le trouve pas pratique à lire, je le trouve pas pratique pour des débutants aussi, je le trouve pas pratique pour plein de raisons. Et je le trouve difficile à lire aussi, mine de rien. Donc celui-là, c'est vraiment pas un dé que j'apprécie outre mesure. Bon, on s'entend que ça me dérange pas de jeter n'importe quel dé, je m'en fous, hein. En vrai, là, on est vraiment dans un jugement. Oh là là. Ensuite vient le dé 12. Le D12, je l'aime beaucoup. Là, on rentre dans vraiment les dés que j'aime vraiment bien. Le D12, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très facile à lire. Je trouve qu'en fait, si le D20 était comme un D12, oui, voilà, hop, on va essayer de. Ah, voilà. Si le D20 qui est là, si le D20 était comme un D12, je trouve que voilà, ce serait beaucoup plus simple à lire, notamment pour les débutants. Je trouve que ce dé roule bien en plus, pour le coup, roule vraiment bien. Ensuite vient le D4. Le D4, moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un petit bruit caractéristique. Il n'y a que le D4 qui a ce bruit-là quand il roule, et surtout dans une tour à dés. Quand on jette plein de D4. Il a vraiment un son que j'aime vraiment beaucoup. Et il a un gros défaut. Il pourrait peut-être, je mettrais le D12 avant, je sais pas. Mais il a ce défaut de faire mal aux pieds quand on marche dessus, mais surtout d'être parfois difficile à attraper quand on n'a pas vraiment de bonnes mains. Il est parfois un peu chiant à attraper, ça c'est vrai. Les nouveaux D4, j'en ai pas encore dans ma collection. Dans ma collection.
dans les dés que j'ai pas de collection de dés, mais le D4, moi je l'aime bien, sa forme pyramidale que je trouve reconnaissable, très pratique à lire aussi. Je sais pas comment on peut se tromper, honnêtement. Pour les dés comme ça, hein, qui ont le chiffre vers le haut, bah, tu lis la pointe supérieure et puis c'est tout. Enfin, j'ai jamais trop compris. Et les gens qui disent que ça roule mal, en fait, vous savez pas les jeter. Moi, je les jette pas comme ça. Je les jette à la verticale, les dés 4. Vous les jetez comme ça. Et là, ils changent tout le temps, en fait. Vous voyez, là, je suis en train de le faire devant vous. Et c'est jamais la même face. Vous les jetez juste à la verticale et ça marche du feu de Dieu. Arrêtez de dire que les dés 4 roulent mal, c'est faux. Et enfin, le dé que je préfère, c'est le D10. Le D10, c'est vraiment un dé que j'aime particulièrement. C'est pas le dé forcément le plus simple à lire de prime abord. Quand on a un peu l'habitude, ça va bien. Mais moi, ce D10, je l'aime beaucoup pour une raison toute bête, c'est qu'il va jusqu'à 10. Et ça, c'est un petit problème mental que j'ai. J'aime beaucoup les multiples de 5. Chez moi, il y a un truc, il faut que ça aille de 5 en 5. Et si c'est au milieu, pour moi, c'est limite pas un vrai nombre. J'ai vraiment un problème avec ça. Ça me cause des soucis dans ma vie de tous les jours au travail. J'aime bien avoir des trucs ronds qui finissent en 5 ou en dizaines ou autre, mais que ça aille, tac, ça finisse au moins en 5. Et donc j'aime beaucoup le D10. C'est vraiment un dé que je trouve très pratique. En fait, techniquement, ce que j'aime vraiment faire dans un jeu, c'est jeter un dé 100. Avec les 2 D10, je trouve que c'est vraiment agréable de jouer avec ça. Et des poignées de D10 aussi. Je trouve qu'on peut faire tellement de choses à partir d'un D10. Juste voilà, par exemple, un pourcentage de chance. Est-ce que je trouve une torche dans mon sac? Attends, bouge pas. Même pas besoin de jeter un dé 100 si vous n'avez qu'un D10 sur la main. Hop, voilà, bah, j'ai fait 8. On va dire que j'ai 80%. Enfin, il y avait 30% que t'es une torche dans ton sac. J'ai fait 8, donc 80. Bah non, t'as pas de torche. Et je trouve ça vraiment plus pratique avec un D10 qu'avec, par exemple, un D6. Parce que quand on veut faire ce genre de choses avec un D6, eh bien, on doit se dire, par exemple, ok, il faut que je fasse un 2 sur un D6, par exemple, faut convertir les pourcentages. C'est un peu chiant, je trouve, alors qu'avec un D10, ça roule tout seul, c'est beaucoup plus clair. Oui, c'est moins précis qu'un D100, mais là, on parle vraiment de la forme des dés. Beaucoup trop de temps passé sur cette question. Ensuite, la question numéro 10, donc on arrive à la fin. Alors, mon produit dérivé préféré pour de la fiction. Alors, cette question, je ne savais pas trop comment la tourner. Puisque je ne savais pas si on parlait de jeux vidéo, par exemple, c'est un produit dérivé d'un jeu de rôle. On peut parler, par exemple, en ce moment de Baldur's Gate 3, qui est vraiment bien, mais je voulais pas aller du côté des jeux vidéo parce qu'il y en a tellement. J'aurais pu tricher aussi en parlant de The Expanse qui est tiré d'une campagne Traveler, mais voilà, c'était un peu aller loin pour moi. Non, j'ai voulu aller en ligne directe. Je suis pas un énorme fan des adaptations de romans en romans qui ont été faits de jeux de rôle. J'en connais en fait une que j'ai vraiment aimée, c'est Oathbreaker pour Trudvang, que j'ai vraiment aimé, qui était livré avec le dernier financement. Je sais pas si on peut le trouver aujourd'hui. C'est un petit bouquin de pas grand chose. Mais ça, c'est un bouquin que j'ai bien aimé. Mais sinon, pour moi, tout ce qui est Dragonlance et autres, en termes de romans, il y en a des pas mal. Je peux pas dire que ce soit pourri, mais est-ce que c'est mon produit dérivé en termes de fiction? Non, je peux pas aller là. Et donc, je vais en surprendre certainement quelques-uns. Mais je vais dire Le Roi de Sartar pour RuneQuest. Déjà parce que le bouquin il est magnifique, couverture rigide avec du faux cuir. Puis le mien en plus, je l'ai eu dans un état absolument impeccable. Je l'ai commandé sur Rakuten pour être tout à fait franc. Et j'aime beaucoup ce qu'il y a dedans. Mais avant de vous parler de ça, donc c'est paru chez Oriflamme à l'époque et ça coûtait 169 francs. Quelle époque, mes amis, quelle époque. Donc, Le Roi de Sartha, c'est écrit par Greg Stafford, le type qui a fondé Chaosium, qui a conçu RuneQuest, etc. Et en fait, je sais que ce livre a beaucoup de problèmes, surtout en français. Il est un peu décrié sur certains points. Il y a des choses qui ont été mal traduites. Il y a des choses qui lui sont vraiment reprochées. En plus, il est plus tellement à jour à cause de la nouvelle gamme qui est sortie chez Studio Dead Crows.
mais j'adore ce qu'ils en ont fait, enfin ce que Greg Stafford a fait. Parce que il faut vraiment pas le prendre comme un roman. C'est pas un roman, c'est plus une espèce de, comment on appelle ça? Une thèse, ah, euh, comme un rapport, j'ai oublié comment on appelle ça, mais c'est plus une espèce de thèse en fait. Greg Stafford se met dans la peau d'un érudit de Gloranta, qui vit très longtemps après les événements racontés dans le jeu. Et en fait, cet érudit fait une synthèse de tout ce qui, tous les documents, les récits parus sur une personne, le prince Argras, euh, qui est devenu une figure divine. D'ailleurs, la première phrase qui sous-titre le titre du livre, le mystère d'Argras, comment un simple mortel devient un dieu. Et en fait, cet érudit-là va donc faire une compilation de toutes les sources à sa disposition, des traités mythologiques, des récits de bataille et tout, et donc va essayer de répondre à cette question, comment un simple mortel es-tu devenu un dieu? Et je l'ai pas encore fini, c'est en cours de lecture, c'est bien avancé, mais c'est pas encore fini. Mais c'est vraiment, faut vraiment pas le prendre comme un roman, hein, parce qu'on a par exemple ce genre de choses. Euh, voilà, on a ce genre de schéma, on a des dates, on a plein de choses dedans. Et moi, j'aime vraiment beaucoup, ça donne beaucoup de compléments d'informations aussi sur le monde de RuneQuest tel qu'il était à l'époque de l'édition Oriflamme, évidemment. Mais moi, j'aime bien ça. Et en fait, pourquoi est-ce que je l'ai choisi pour cette catégorie, cette question, alors que bah, je l'ai pas fini et que on sait qu'il est plein de problèmes. Je vous encourage pas forcément à l'acheter, hein. C'est pas ce que je dis. Moi, j'ai eu de la chance déjà de le trouver. Mais en fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir fait ce genre de livre pour une gamme. J'aurais aimé avoir des vrais romans RuneQuest pour se plonger encore plus dans l'univers, comme ils l'ont fait par exemple avec Traveler, où il y a beaucoup de nouvelles qui sortent et qui permettent de se plonger dedans. Vraiment, ça permet de plonger dans le monde de Gloranta comme si on lisait voilà, une sorte de thèse. Et je sais pas, j'ai une certaine affection. Puis ça provoque un sentiment chez moi qui est proche de celui que je ressens quand je lis du Tolkien. C'est le genre de truc que tu te dis mais pourquoi je lis ça mais t'arrêtes pas de tourner les pages, tu peux pas t'en détacher. Voilà donc qui met fin à nos 10 questions. Cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps, je le sais. Mais écoutez, des fois on retourne à ses vieilles habitudes, à ses vieux travers. Moi, ça me fait plaisir de faire ce genre de choses. On se retrouve demain pour une vidéo qui sera beaucoup plus courte, puisqu'il n'y aura que la 11e question, qui est quel jeu étrange, le jeu le plus étrange auquel j'ai joué. Et donc, je répondrai à ça demain. Et puis, en attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les autres vraies vidéos, hein. Je ne fais pas toujours ce genre de choses. Et puis, à laisser des commentaires, à me donner vous aussi vos réponses aux 10 questions. Je vous trouverai en lien le lien donc vers l'image du RPGED 2023. Si vous voulez répondre aux questions, ça m'intéresserait aussi. Comme ça, vous ferez aussi vous, vos 10 questions d'un coup dans les commentaires. Et puis après, à partir de demain, vous répondrez à la question du jour. Ce serait très cool pour moi aussi de voir ça. Voilà. Et puis, en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!